Michel Lacan, qui est bénévole UNAFAM et membre observateur donc de Quality Rights. Michel voulait être présenté par cette seule petite phrase, mais non, tant pis pour la modestie, il y a tant à dire. Michel est bénévole à l'UNAFAM depuis de nombreuses années. Alors qu'il est délégué régional en Midi-Pyrénées, il crée en 2014 l'événement Psycyclette, qui est devenu un rendez-vous annuel incontournable de l'UNAFAM. Psycyclette, c'est un rallye vélo, pas tout à fait comme les autres, un défi audacieux, traverser la France à vélo en faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychiques ou non, soignants et familles, une formidable aventure humaine pour lutter contre la stigmatisation. Toujours engagé et convaincu qu'une meilleure qualité de vie pour les personnes vivant avec des troubles psychiques est possible, Michel est donc observateur Quality Rights et son intervention s'intitule « Droit et rétablissement, un espoir pour les patients ». Michel est par là? Oui, je suis là. Merci de me donner la parole, mais j'arrive pas à mettre mon PowerPoint en phase. Est-ce que tu l'as envoyé? Ah oui, Audrey là, oui. Alors, Audrey va le faire, voilà, très bien. Donc, je vous remercie de me donner la parole et merci pour la confiance que vous me faites au titre de l'UNAFAM. Donc, je vais parler de ma petite expérience d'observateur dans le cadre d'une équipe justement d'observateurs Quality Right. Mais avant ça, je voudrais faire un petit retour en arrière de quelques jours puisque Monsieur Albert Prévost, à l'occasion du démarrage de l'Assemblée générale, a parlé de cette fameuse convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées pour justement dire que l'Europe s'était saisie de ça et souhaitait que les États membres puissent accaparer cette convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc, comme l'a dit Simon, Quality Right est un des outils. C'est-à-dire que Quality Right peut effectivement rendre concret les préconisations ou les choses qui sont inscrites dans cette fameuse convention. Donc, Quality Right, d'où ça vient? Ça vient précisément de cette convention nationale des Nations Unies, et ça repose donc sur deux piliers, le droit des personnes et le rétablissement. Alors, le rétablissement, on en a parlé beaucoup ce matin, et j'ai bien aimé l'intervention de Marie Koenig et de Monsieur Rento sur cette conception du rétablissement qui effectivement est très intéressante. Donc, j'étais allé trop vite. Voilà, le droit et le rétablissement. Alors, de quel droit parle-t-on? On parle de droits élémentaires, de droits fondamentaux comme l'aller et venir, comme l'autonomie, l'intégrité, le consentement éclairé à des soins, la lutte contre les préjugés et surtout, je crois que Simon en a bien parlé, mais je vais continuer à en parler aussi, l'inclusion sociale des personnes concernées. J'ai mis un petit astérisque, mais Simon l'avait un peu précisé aussi tout à l'heure, sur le mot handicapé qui doit se comprendre dans le sens d'insertion sociale et au sens sociétal du terme. Audrey, tu peux changer de diapo, merci. Donc, droit et rétablissement, pour moi, ça correspond à des thématiques très, très, très particulières. Hein. Le respect des droits, ça ramène, à mon avis, à la citoyenneté. Toute personne, et la Convention des Nations Unies le précise, qu'on soit qualifié d'handicapé ou pas, on a tous les mêmes droits. Donc, ça ramène à la citoyenneté et au respect de tout un chacun, et notamment de l'insertion sociale, chacun étant pareil à son voisin. Donc, la lutte contre la stigmatisation aussi est incluse dans ces concepts-là. Le rétablissement, ça a été dit de façon très, très précise et très éclairante ce matin. Mais pour quelqu'un de l'UNAFAM, c'est synonyme un peu et pour les patients surtout, c'est synonyme à un projet de vie, ce qui a été aussi exprimé ce matin. Et ce que je trouve intéressant dans ce concept de Quality Right, dans ce programme, c'est que les soignants sont invités à prendre en charge les patients de leur globalité. Et ça, c'est quelque chose, moi, ça fait depuis 2006 ou 2005, je suis à l'UNAFAM, et je suis toujours dans cette mouvance de dire il faut prendre les patients dans leur globalité. Certes, les soins, c'est important, mais il y a aussi tout le reste, tout l'accompagnement, les droits des personnes à avoir un logement, etc., et être inclus dans la citoyenneté.
Et j'ai relevé une phrase, alors peut-être que c'est pas elle qui l'a écrite en premier, mais dans le dernier rapport d'Adeline Hazan, qui était la dernière contrôleuse des lieux de privation de liberté, qui disait dans son dernier rapport, il faudrait que les patients passent d'un statut d'objet de soins à celui de sujet de droit. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui dit tout. De passer d'objet à sujet, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Et de sortir du pur cadre des soins pour embrasser tout le domaine du droit et du droit des citoyens, c'est aussi des perspectives encourageantes et qui sont chargées d'espoir. Audrey, merci de changer. Voilà. Donc, comment se passe comment se met en place plutôt une observation. Donc, ça se fait à la demande d'un établissement ou d'un chef de pôle ou d'un établissement, oui, voilà, qui est volontaire pour qu'une équipe d'observateurs qui est managée par le CCOMS, comme l'a dit Simon, vienne sur le site et procède à des évaluations. Alors, les motivations de ces personnes qui demandent le concours de Quality Right, c'est pour se réfléchir, parce qu'elles se heurtent peut-être à un problème, ou réfléchir à une nouvelle organisation, à d'autres pratiques de soins, et toujours bien entendu basé sur le droit des personnes. Et surtout, le souhait, c'est de sortir des habitudes, de lever un peu le nez du guidon et de regarder si on ne pourrait pas travailler autrement. Donc, c'est une démarche volontaire pour réfléchir à d'autres méthodes de prise en charge, toujours bien entendu dans le sens d'une amélioration des services proposés. Et je crois qu'il faut bien comprendre que c'est volontaire de la part des demandeurs. Et ça, c'est important. Donc, l'équipe d'observateurs, Simon en a parlé, elle est constituée de 6 à 8 personnes qui apportent effectivement sur les problématiques qu'on essaie d'évaluer 6 ou 8 regards différents, dont un psychiatre, un psychologue qui est du CCOMS ou pas, hein, peu importe, un directeur ou un ancien directeur d'établissement, un ou une juriste, une personne usagère experte, ça c'est très important parce qu'elle a un regard très aiguisé sur les questions que l'on va soulever, et en représentant des familles ou associations. Voilà, il y a plusieurs personnes au sein de l'UNAFAM qui font partie de ces groupes, ces observateurs, ces équipes d'observateurs. Voilà. Change la diapo. Voilà. Alors, comment ça se passe concrètement? On arrive sur le site, c'est-à-dire à l'endroit où la demande a été formulée. Ça peut être encore une fois un établissement, par exemple un secteur. On visite le secteur, enfin l'établissement, la structure. On prend des notes, on se balade toujours avec un carnet de notes. Hein. Et puis surtout, on s'entretient avec toute personne de ces structures-là, alors qu'il s'agisse bien évidemment de patients, de soignants, d'infirmiers, de cadres, de médecins, de généralistes aussi, le chef de pôle, des psychologues, des ASH aussi, les secrétaires, les familles aussi, sans les oublier, qui sont invités par ces structures-là à s'entretenir. Il faut savoir que toutes les personnes avec lesquelles on s'entretient sont elles aussi volontaires. Voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est pas le chef de service qui dit vous irez vous entretenir avec machin. Non, c'est les personnes qui sont volontaires. Et au global, il y a une quarantaine de personnes qui sont entendues. Voilà. Et pour ce faire, on a d'abord, comme l'a dit Simon, une petite formation avant de se lancer dans le bain, mais on a surtout un support qui est un support d'entretien, un guide d'entretien, sur lesquels sont déclinés les 5 thèmes que je vais un petit peu développer dans quelques minutes, et surtout les 116 critères dont vient de parler Simon. C'est-à-dire qu'on a un guide qui nous permet de poser des questions relativement précises, ou en tout cas qui vont de plus en plus vers la précision, de façon à ce qu'on ait des réponses sur lesquelles après on va travailler. Donc c'est une aide au questionnement. Et puis aussi, il y a quelqu'un du groupe qui va examiner les documents, par exemple, comment sont tenus les dossiers médicaux, les différents registres que doit tenir la structure. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait évaluer 5 thèmes. Le premier d'entre eux, mais Simon l'a un peu dit, puisqu'il a évoqué à travers la diapo où il y avait
les thèmes affichés pour prendre la parole sur un certain nombre d'entre eux. Donc, le premier de ces thèmes-là, effectivement, c'est le droit à un niveau de vie adéquat et la protection sociale. Et chaque fois, il y a une relation avec un numéro d'article de la Convention initiale des Nations Unies. Donc, comme l'a dit Simon, on visite le bâtiment, on note l'état du bâti, comment se passe la nourriture, quels sont les problèmes ou pas d'accessibilité. Par exemple, est-ce qu'un fauteuil roulant peut accéder partout ou pas? On aborde aussi des questions de risque d'incendie. Est-ce que, par exemple, l'affichage est suffisamment explicite pour qu'en cas d'incendie, il n'y ait pas de problème? Est-ce qu'il y a des exercices réguliers qui se font? Là aussi, Simon en a parlé sur les horaires du lever, du coucher, les éléments de confort, l'intimité. Est-ce que chacun a sa chambre? Est-ce que on peut s'enfermer dans sa chambre ou pas? Est-ce on a chacun sa douche ou est-ce qu'il y a des douches collectives? C'est des choses comme ça qu'on pose et qu'on note. La communication aussi, la communication entre les patients et l'extérieur, entre les patients et les soignants. Comment sont organisées les visites, la liberté fondamentale d'aller et venir. L'accès aux loisirs, déjà dans le premier thème, on aborde déjà cette question d'accès aux loisirs et du planning d'activité. Donc, c'est pas là déjà, on voit qu'on sort du strict cadre des soins en posant ce genre de questions. Tu peux changer de diapo pour passer au thème 2, qui est le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. C'est relatif à l'article 25. Donc, on pose des questions aussi sur l'accessibilité aux soins, sur la composition de l'équipe soignante. Est-ce qu'elle a des formations ou pas? Et sur quel type de formation? Est-ce que la formation est continue? Est-ce qu'elle est formée pour inciter les patients à aller vers plus d'autonomie? Là aussi, déjà, on est sur quelque chose qui sort du strict cadre de soins. On parle déjà au niveau de ce thème-là de plan de rétablissement individuel. Simon en a parlé. Est-ce qu'il en existe un? Comment il est établi? Est-ce qu'il y a une discussion entre soignants et soignés? Comment il est éventuellement actualisé en fonction du temps? On parle aussi, ça a été largement évoqué, des directives anticipées. Est-ce qu'il en existe? Comment est-ce que c'est consigné? Comment elles sont connues des soignants? Voilà. Et puis aussi est-ce qu'il y a une invitation des soignants vers les patients à s'approcher d'une structure de réhabilitation psychosociale. Là aussi, ça tend vers une insertion sociale et quelque part le rétablissement. S'agissant aussi des soins, la nature des traitements, on le discute évidemment avec tout le monde, c'est-à-dire les soignants et les patients, et chacun donne sa version. Les thérapies alternatives, les soins somatiques. Est-ce qu'aussi il y a des ateliers d'éducation à la santé? Comment le patient le perçoit? Comment le soignant les dispense, etc. Et on aborde même des problèmes plus personnels comme les planifications familiales ou même la contraception, comment ça se passe dans l'établissement. C'est des choses aussi qui sont évoquées avec tout le monde, toutes les personnes que l'on audite, que l'on questionne. Voilà. Ensuite, le troisième thème, c'est le droit d'exercer la capacité juridique et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Ça correspond à 2 articles de la Convention. Donc, on pose des questions, par exemple, aux patients en disant, vous êtes ici en soins, est-ce que c'est de votre libre choix que vous êtes là? Est-ce que on vous a dit que vous pouvez éventuellement être soigné ailleurs? Liberté de changer? On pose aussi la question aux patients, aux soignants. Enfin, voilà, c'est ce genre de questions après qu'on recueille et sur lesquelles après on travaille ensemble pour faire l'évaluation et coter ces fameux 116 critères. Les modalités de décision en matière de traitement, on demande aux patients est-ce que vous avez discuté avec votre médecin sur la nature du traitement qu'il vous donne, sur éventuellement les effets secondaires que ça peut procurer. Est-ce que vous avez des choses à avancer auprès de votre médecin? Et est-ce que vous êtes entendu par le médecin pour éventuellement modifier votre traitement en fonction de votre propre perception? Quelle est la préférence des patients? Est-ce qu'elle est prise en compte? Alors, le consentement libre et éclairé aussi est abordé, bien évidemment, s'agissant de droit, et même le droit du refus de soins, puisque c'est un droit qui est inscrit donc dans le droit qui concerne cette fameuse convention. Le recours à une représentation légale en cas de soins sans consentement, comment ça se passe?
comment les patients en soins sans consentement peuvent-ils saisir, sont-ils au courant qu'ils peuvent saisir le JLD, la CDSP, le préfet, etc. Donc tout ça, c'est questionné et c'est évalué au titre de ce troisième thème. Information des usagers sur leurs droits, bon, mais ça paraît évident qu'on essaie de savoir si les soignants informent et s'assurent que les patients ont bien intégré, bien compris quelles étaient les procédures à suivre pour bénéficier de leurs droits, sur les options en matière de soins et de rétablissement, et encore ce mot qui revient, et qui est un peu transversal par rapport à Quality Right. Le respect de l'autorité de la personne de confiance, là aussi, c'est un droit qui est fondamental. Et puis, l'accès au dossier médical, comment ça se fait du point de vue du patient, du point de vue des soignants. Et puis, on pose même une question qui, quand j'étais amené à en parler sur le site, m'a un peu étonné, mais pourquoi pas? On demande aux patients s'ils ont la possibilité d'annoter leur propre dossier médical en mettant, par exemple, que ils ont une expérience antérieure où tel médicament marchait mieux, l'annoter. Voilà. Mettre leur point de vue et exprimer quelque chose en matière de traitement. Diapo suivante, voilà. Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à l'exploitation, la violence ou la maltraitance. Alors ça, Simon vous l'a dit, Quality Right et a fortiori à la Convention des Nations Unies, et c'est international. Et vous avez vu une carte du monde où, par exemple, moi, ça m'avait marqué quand j'ai fait la formation, il y a l'Afghanistan, par exemple, qui a développé, ou je ne sais si on peut dire ce mot, un Quality Right sur son territoire. Il est bien évident que des mots comme torture, traitement cruel, etc., peuvent avoir une certaine résonance dans ces pays-là. Chez nous, ça se traduit différemment, mais ça se traduit quand même par des choses tout à fait concrètes. Par exemple, le respect de la dignité. Est-ce que les gens, par exemple, si on peut insulter quelqu'un, est-ce qu'un soignant s'est permis d'eux? Comment les incidents de cette nature ou les violences ou les maltraitances sont consignés? Comment après elles sont travaillées? Comment sont travaillés ces incidents? Comment ils sont traités? Voilà, tout ça, c'est les questions que l'on pose. Les procédures aussi pour prévenir ces abus. Est-ce qu'il y a des procédures pour prévenir ces abus d'insultes ou de maltraitance? Et quel est aussi le soutien qui est donné aux victimes de ces usages-là pour éviter justement de les faire se renouveler. Les mesures alternatives à l'isolement et à la contention. Y a-t-il aussi des formations? Moi, Simon en a parlé. Mais là, je vais peut-être insister sur l'actualité aussi, puisque cet article 84, qui est de la loi de financement de la sécurité sociale, qui pose des problèmes au point que le Conseil constitutionnel a retoqué une deuxième fois la copie. Bon, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité et qui interroge beaucoup de soignants, beaucoup d'établissements. Et là, il y a peut-être des solutions alternatives qui pourraient se faire au jour, comme les formations à la désescalade, la constitution de chambres d'apaisement plutôt que de chambres d'isolement, voilà, des choses comme ça. Et puis, ça a été évoqué aussi, les directives anticipées ou plans de prévention de crise, enfin, ça a aussi d'autres noms, le PCC, tout ça, c'est des choses que nous posons, des questions que nous posons pour savoir si l'établissement a mis quelque chose en place à ce niveau-là, ce qui peut contribuer effectivement à réduire les isolements et les contentions. Les conditions aussi d'usage de la sismothérapie, c'est des choses qui existent, donc on essaie de savoir comment ça se passe, dans quelles conditions, et les conditions aussi d'accès à une représentation juridique. Tout à l'heure, j'ai évoqué les gens qui étaient en soins sans consentement. Voilà, diapo d'après, Simon en a parlé. C'est le dernier thème qui ouvre vers l'extérieur les modalités de soutien de l'équipe soignante vers le logement, l'emploi ou la formation. Là, on voit bien qu'on sort complètement du cadre strict du sanitaire. Soutien à l'accès aux aides financières, bon, ça, c'est les gens ont des projets. Aide à la vie publique et citoyenne, aide au vote, à l'accès aux associations. Est-ce que, par exemple, on pose comme question aux soignants, est-ce que vous incitez les patients à se rapprocher des associations qui existent dans la ville dans laquelle est la structure, de façon à ce qu'ils aient une meilleure possibilité de retrouver une vie citoyenne. Voilà. Donc, comme le disait
Nicolas Rento, il y a un effort à faire de la part des soignants pour prendre en compte globalement ces patients et les accompagner vers, non pas uniquement le soin, mais vers une vie sociale. La vie sociale, c'est la culturelle, religieuse ou de loisirs. Et le maître mot, c'est l'autonomie, les amener vers une plus grande autonomie pour leur faciliter l'inclusion dans la cité. Et en ça, effectivement, on prend les patients dans leur globalité. Donc, une fois qu'on a collecté toutes ces données, tous ces entretiens, on se réunit le soir en général, et des fois ça dure très tôt le matin, jusqu'à 1h du matin, pour essayer tout ça, de rassembler tous les renseignements qu'on a collectés les uns et les autres, et pour faire les cotations des 116 critères. Donc, comme vous l'a dit Simon, ça parle beaucoup mieux sur tout un panel de thèmes, mais on met en vert tout ce qui considère comme un critère atteint. En bleu, c'est quelque chose qui est partiellement atteint, partiellement rempli. En orange, c'est la structure a fait un effort pour tendre vers le critère en question, mais il n'est pas tout à fait arrivé. Et puis en rouge, c'est vraiment ce critère-là n'est pas du tout pris en compte par la structure, ou des fois il n'est pas applicable. Voilà. Donc après, on rédige un rapport, donc qui rappelle un petit peu les conditions de la visite, etc., le nombre de personnes avec lesquelles on s'est entretenu, la présentation des cotations, comme Simon vous l'a présenté tout à l'heure, et puis on commente tout ça, on commente tous ces tableaux qui sont souvent agrémentés de verbatim, c'est-à-dire que on essaie de recueillir des phrases entières de choses qui nous sont dites, qu'on restitue dans le cadre du rapport. Ça donne un petit peu plus de poids à ce rapport et ça lui donne un petit peu plus de véracité. Et puis surtout, le rapport, il a bien évidemment des conclusions, mais surtout des recommandations. Donc ces recommandations, après, les diapos suivantes, elles font l'objet d'une restitution auprès de l'entité qui nous a demandé de visiter la structure. Donc, on revient sur le site. En général, on n'est pas 6 ou 8, mais 2. Et puis, on présente le rapport qu'on a préalablement envoyé à l'établissement de façon à ce qu'il en ait pris connaissance. Et on s'entretient avec le demandeur, soit le chef d'établissement, ça peut être le chef de pôle, etc. Et on s'entretient à nouveau, on restitue à nouveau devant les équipes avec lesquelles on s'est entretenu. La discussion est très ouverte. Autant l'entretien est assez rigoureux, assez strict, autant la discussion est ouverte. Il ne s'agit pas d'un audit de certification ou de quelque chose comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. On analyse les recommandations ensemble avec les personnes qu'on a en face de nous et on les présente de façon hiérarchique. Et éventuellement, comme l'a dit Simon, le CCOMS peut proposer après des aides sous forme de formation pour aider les établissements ou les structures qui nous ont demandé d'intervenir à améliorer, j'allais dire, ou à répondre à un certain nombre de recommandations, à se saisir de recommandations. Voilà, donc ce n'est pas un audit de certification. L'établissement demandeur a un éclairage donc extérieur sur certaines de ces pratiques. Comme je disais tout à l'heure, il a levé le nez un peu du guidon et on a partagé des choses avec eux. Il peut, à partir de ces recommandations, réfléchir à d'autres façons de prendre les choses en main, de travailler un peu différemment. Bon, les exemples que j'ai pris, ils sont d'actualité, puisque la pratique de l'isolement et de la contention, ça va être un sujet, ou c'est déjà un sujet sur la table. L'accompagnement des patients vers le rétablissement, tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, le rétablissement. C'est vrai que ça existe depuis les années 80 ou même avant dans les pays anglo-saxons, mais moi, je fréquente des établissements psychiatriques sur Toulouse. J'entends très, très peu souvent ce mot. Donc, il y a un gros effort à faire pour le faire rentrer dans les mœurs. Voilà. Et donc, ah oui, c'est pas moi qui ai la main. Donc, je voulais dire, en résumé, que Quality Rights, c'est évaluer ces pratiques, les regarder d'un œil critique, parfois les remettre en cause, les faire évoluer, œuvrer en respectant à tout moment les droits des usagers, c'est fondamental. Ça repose sur la Convention internationale des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, c'est la Bible. Donc, et réfléchir à des pratiques de soins globales, je crois que c'est un mot important, inscrites dans un projet de vie, c'est un mot aussi important, citoyen du patient. Donc, j'en ai terminé, mais je voudrais dire pour l'UNAFAM, puisque je crois que à l'écoute, il y a un certain nombre de personnes de l'UNAFAM,
que c'est intéressant déjà par le fait que la prise en charge est prise en globalité des personnes, qu'il y a un espoir dans le cadre avec une perspective, de rétablissement, ça c'est important aussi. Et puis je trouve que pour les personnes de l'UNAFAM qui siègent en CDSP, par exemple, moi j'ai siégé pendant 10 ans et on parcourait les services, je dirais, de façon un peu superficielle. Cette méthode qu'inspire Quality Right est très rigoureuse et j'invite les gens qui siègent en CDSP de frapper à la porte du CCOMS pour candidater éventuellement pour intégrer une équipe d'observateurs. Je pense que ça serait très bien. Et enfin, j'incite tout le monde de l'UNAFAM qui côtoie des établissements psychiatriques, des chefs de pôle, etc., de parler de Quality Right et de les inviter à faire appel à une équipe de Quality Right pour essayer de les éclairer sur un certain nombre de questionnements qu'ils peuvent avoir et certainement qu'ils en ont. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Quality Right. Juste une petite phrase pour terminer, puisque vous avez eu la gentillesse de me présenter sous une forme de bicyclette. Je remercie l'UNAFAM et tout le monde pour nous donner la possibilité en septembre prochain, le 6 septembre, de démarrer avec 2 groupes qui vont dérouler 2 parcours différents. Un qui va partir du Mont-Saint-Michel, qui va arriver à Tours en 4 jours, et un deuxième que j'aurai l'honneur de piloter, qui partira aussi du Mont-Saint-Michel le 6 septembre et qui, j'espère, arrivera à Toulouse le 13 septembre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup tous les deux. Merci Simon Wasserback, merci Michel Lacan.